Dynamique Radio. Dynamique Radio. Cinéma, théâtre, littérature, interview, c'est Culture & Co sur Dynamique Radio. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce mardi 29 mai 2018 pour cette 94e émission de Culture & Co. Avec aujourd'hui les rubriques habituelles et avec des invités, notamment dans un instant Olfa. Pourquoi je parle d'Olfa? Salut Olfa, si tu nous Salut. écoutes. Olfa On lui qui, dit salut. Olfa qui sera dans l'émission de 26 Il juin dévoile prochain. petit à petit. Oui. Il dévoile. Mais dans un instant, Anna recevra dans sa rubrique littéraire un revenant. C'est François Petitjean pour son livre Toxique. Nous recevrons aussi la soprano Anne-Charlotte Monville dans la deuxième partie de l'émission. Mais tout La littérature sur Dynamique Radio. C'était Joshua Laurence à l'instant avec le titre Transforme-moi. Titre d'ailleurs extrait de son EP Transforme-moi, du même nom donc. Ah, c'est bien. Hein. Oui. Franchement, on kiffe sur Dynamique Ah, mais Radio. c'est Frédéric à l'AREA aujourd'hui. Oui, salut. Ah, ça vous plaît, vous? Ah ouais, j'adore. Déjà, j'adorais le dernier, Bobo. Bobo. Alors là, transforme-moi, c'est bon. Bravo, félicitations. Bobo qui est un titre de son album Les démons du temps. Et donc là, c'est parti pour un nouveau titre, Transforme-moi. Et je voudrais ajouter aussi que vous pourrez retrouver l'artiste Joshua Laurence pour vous transformer demain sur la scène de l'Archipel, demain 30 mai à partir de 20h et aussi le 9 juin prochain. Alors Anna, on va parler un peu littérature et notamment du Bonjour. livre... bonjour Anna, ou bonsoir. Du livre de François Petitjean aux éditions... Du Panthéon, oui, Bonsoir. qui est sorti en octobre 2017 et qui s'appelle Toxique. Toxique, mais le livre n'est pas toxique pour autant. On verra ça, il va nous l'expliquer. Et en sous-titre Médias et opinion. Donc politique, industrie, sport et prospective. Donc bonjour François Petitjean. Bonjour. Je suis très heureuse que vous avez accepté mon invitation. Très Vous heureux êtes déjà également. un habitué de notre émission. Oui. Vous êtes venu en octobre 2017 pour nous présenter votre ouvrage AdWorld. C'est un livre sur la communication, la création, les contenus médias. Un livre qui dénonce le monde de la publicité et les big data en général. Faites-nous un petit rappel sur votre parcours et en quelques lignes votre premier livre. En fait, AdWorld, c'est un livre sur la publicité. Alors, ça ne dénonce pas la publicité en tant que telle, puisque j'y ai vécu pendant de nombreuses années et avec bonheur. Simplement, le fait est qu'au bout d'un moment, avec l'expérience, on a un œil critique plus acéré. Et donc, à partir de là, sans jeter à la poubelle par aigreur ou par effet d'humeur, on peut avoir une analyse qui est une analyse équilibrée des choses. Et le principe, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les bouquins qui circulent dans les universités sur la communication, on a souvent plutôt des méthodes, effectivement les datas qui apparaissent, la manière de les utiliser, ce qui est en soi très intéressant parce qu'on est dans la technique de la communication. Mais je pense que c'est pas mal d'expliquer aux jeunes, entre guillemets, qui démarrent, et les moins jeunes peuvent aussi se régaler, avec un ton qui est un ton qui prend un peu de recul, les objectifs de la publicité, comment ça fonctionne, comment les marques parfois se trompent, comment les publicitaires parfois se trompent ou sont brillants, sachant que comme dans n'importe quel univers, on a sa dose d'échec et de succès, ce qui crée un équilibre. Et je trouve bien de ne pas être dans la béatitude, mais pas être non plus dans la critique acerbe. Donc je pense qu'AdWorld, si on doit parler de ma carrière, j'ai envie de dire, il vaut mieux lire ce bouquin, parce que peu importe si j'ai travaillé dans des grands groupes, j'ai dirigé des équipes, etc. C'est franchement pas très intéressant pour les auditeurs de Dynamique Radio. Je crois que ce qui peut l'être, si je dois parler du premier livre, c'est pas un résumé de carrière, c'est d'expliquer des vrais exemples et ce qui se cache derrière. Ça peut être parfois des grosses rigolades ou parfois des drames assez importants qui peuvent toucher les entreprises. Et il se trouve que dans la pub, on est souvent le confessionnal des marques, donc qui nous racontent tout.
Et on se rend compte que certaines petites marques ou très grosses marques très connues vivent des drames internes absolument incroyables. Donc voilà, j'ai voulu dans ce livre faire c'est un livre de 130 pages, donc c'est pas du tout long à lire ni compliqué. C'est le temps d'un voyage en train quand on arrive à prendre un train, et ça permet d'avoir une vision qui est une vision, je pense, assez drôle, mais en même temps qui n'est pas béate. Voilà, et je pense que c'est bien d'avoir ce style aujourd'hui. Ah. Et vous êtes l'auteur du deuxième livre aussi, Toxique, médias et opinion, politique, industrie, sport et prospective, sur le même ton que votre précédent livre, et dans le même esprit d'expérience et observation. Donc vous décrivez l'univers de la publicité et des médias étant le même, à quelques détails près. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé vers l'écriture de ce deuxième essai? En fait, il y a deux choses. Le monde des médias est évidemment étroitement lié à la publicité, puisque la publicité achète de l'espace dans les médias, donc forcément ils se connaissent. Mais j'ai voulu aller un peu plus loin en utilisant et en essayant de cerner des sujets qui sont des sujets moins commerciaux. C'est-à-dire que j'ai eu une occasion formidable qui était l'occasion de la campagne électorale d'il y a un an, où, en fin de compte, ce que j'ai écrit à l'époque sur cette campagne serait encore valable aujourd'hui. C'est-à-dire que les partis politiques, ils ont un intérêt, et là, mon discours n'est pas politique, c'est-à-dire que ce n'est pas mon opinion qui circule. Ils ont un intérêt, c'est qu'ils ne sont pas commerciaux. Ils doivent vendre quelque chose, entre guillemets, qui ne s'achète pas avec de l'argent. Ils font d'un côté de la mendicité parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, la loi les y oblige, pour avoir des adhérents, et pour financer une campagne et se faire entendre, ils ont besoin des médias dans leur sens éditorial. Et je trouve que la formule est sympa, et en plus d'être témoin d'une campagne électorale, c'est être témoin des absurdités ou au contraire des très très bonnes idées que peuvent avoir les médias sur des sujets non commerciaux. En plus, c'est plutôt bon pour la politique, puisque le CSA réglemente les temps d'antenne, comme vous le savez, et tout le monde, qu'on soit un petit ou un gros parti, a à peu près le même temps d'antenne. Donc, en fait, c'est de la publicité pour leur parti, si on y réfléchit bien. La seule chose, c'est que contrairement à la publicité, les partis ne peuvent pas contrôler ce qui va être dit, puisqu'ils ont en face d'eux des journalistes qui sont censés être objectifs, etc. Donc, mon livre sur les médias, c'est le pendant non payant de la publicité, d'une certaine manière. Et qu'est-ce qu'on voit? Bon, il y a plein de sujets, et après je vais me mettre au rythme des questions, mais clairement, on est dans un système où aujourd'hui, l'impression que j'ai eue, et je pense que j'agis pas là en tant qu'expert, mais simplement auditeur, audience moyenne, était une impression quand même relativement de pensée unique et de un petit peu, je sais pas ce que c'était, c'est la fée Clochette qui est passée. C'est ça. Une impression assez monolithique et finalement assez mièvre du discours et des journalistes. Alors c'est pas les journalistes que je mets en cause, mais ce sont les formats des médias dans lesquels ils travaillent. Je vais vous donner un exemple tout bête. Si vous, même encore aujourd'hui, allumez votre télé sur une chaîne d'info n'importe laquelle à 11h23 le matin et zappez sur toutes les autres, vous aurez de la pub en même temps. Donc on se demande s'ils ne se sont pas donné le mot pour justement que les gens se disent il y a de la publicité, il y en a ailleurs, du coup je vais rester là. Et les méthodes sont complètement hors du champ du confort de l'audience. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un schéma d'argent, de récupération d'impact, et pas du tout du confort des gens, de l'intérêt de l'information ou de la culture. Donc ça, c'est pas nouveau. La seule chose, c'est que quand il y a un phénomène d'excitation comme une campagne électorale, d'autant plus celle-ci qui était tout à fait exceptionnelle, on se retrouve avec une espèce d'excès de l'uniformisation. Et donc les effets de ça, c'est quoi? C'est de la répétition. On a tous vécu des chaînes de télé qui vous répètent 200 fois par jour la même chose. Alors ça existe encore aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était caricatural. En fait, c'est un bon moyen de créer la fuite des audiences. Et donc, Toxique, est-ce que c'est une suite de AdWorld? Alors c'est pas exactement une suite, c'est un pendant, et le mot toxique est important parce que en fait il relate pas une toxicité façon URSS et propagande, c'est une toxicité qui est liée à une forme d'habitude qu'on a pris maintenant d'être exposé à des quantités d'informations, et cette quantité est telle
qu'on finit par expliquer à tout le monde que finalement on dit beaucoup de conneries dans les médias, etc. Donc c'est une façon de parler. On entend souvent cette phrase. Sauf que en fait, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de conneries dans les médias, c'est qu'il y a tellement d'informations qui nous arrivent qu'on est incapable de les trier, d'en faire l'analyse, et donc on s'en sort par cette phrase-là. C'est vrai que dans un dîner, dire « j'ai pas tout compris de toutes les informations que j'ai eues », personne ne le dit. On dit « oh, ils disent beaucoup de conneries ». Donc il y a des espèces de pirouettes comme ça, pardon, un peu triviales, mais qui sont réellement le lot des populations aujourd'hui exposées à l'information. Donc dans le livre, je pense que ce qui est toxique aujourd'hui, c'est le fait de laisser penser à tout le monde que l'Internet a donné la parole aux gens, a donné le pouvoir, etc., aux individus, alors que c'est totalement faux. Aujourd'hui, les chaînes de télé sont encore surpuissantes en termes d'audience et sont aujourd'hui la seule parole qui court et qui a droit de vie dans les cerveaux des personnes. Donc on est dans un schéma qui est encore très très télévision, très directif. Et c'est pas directif au sens dictatorial, mais c'est directif au sens d'une information molle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'événement particulier dramatique ou, comme on l'a vécu encore hier, de quelqu'un qui vient sauver un enfant, eh ben, l'information est plate, répétitive, et même celui qui a sauvé un enfant, il n'en pouvait plus à la fin de sa journée. Je l'ai vu hier dans le quotidien, il était au bord de l'évanouissement parce qu'il est allé répéter 50 fois la même chose à des gens qui s'adressent exactement à la même personne, c'est-à-dire à nous. Donc nous, à la fin de la journée, le type, on l'avait vu 200 fois sauver son enfant. Donc on est content, sauf que cette répétition-là, au bout d'un moment, a retiré du sens simplement ce qu'il a fait ou le message qu'on pouvait en tirer. Bon, je pense que les gens ne sont pas idiots et font la part des choses. Néanmoins, je pense que la toxicité vient de ça, vient de cette espèce de répétition complètement abétissante qui est aujourd'hui notre environnement. Alors c'est pas nouveau, aux États-Unis ils ont l'habitude, il y a 3 fois plus de pubs, etc. Mais je pense qu'on devrait quand même se poser la question des formats qui fonctionnent bien. Il y en a quand même quelques-uns et aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui lance un média a intérêt à se positionner de façon à vraiment, du coup, laisser le pouvoir aux gens. Et quelle sera, d'après vous, la solution par rapport à toutes ces informations ? Un autre tri ou les présenter d'une autre manière? Je pense qu'il y a des solutions dans les outils. Alors, ils n'existent peut-être pas encore, mais... alors, dites-moi si je parle trop longtemps. Ils n'existent peut-être pas encore, mais on a aujourd'hui, par exemple, si vous prenez les smartphones, ce qui fonctionne, c'est, et je l'écris un peu dans le livre avec des descriptions, c'est des smartphones numéro 1, 2, 3, 4, 5. J'ai même vu qu'en Chine, ils en sortaient un qui n'avait pas de bordure. Alors on est très content d'avoir un smartphone qui n'a pas de bordure. Je ne sais pas pourquoi c'est intéressant, mais en tout cas, voilà, ça coûte une fortune et autres. Mais dedans, il y a exactement la même chose que partout ailleurs. Si on se posait la question des médias avec des outils qui nous permettent, par exemple, en appuyant sur un bouton le matin, de dire, bah voilà, dans l'heure et demie qui vient jusqu'après ma douche et mon café, je ne veux que des informations positives. Et qu'en appuyant sur ce bouton, il y ait un tri de tous les contenus qui circulent et qu'effectivement, on n'entende que ça. Et puis, à un autre moment, on voudra au contraire avoir tous les drames de la planète à l'écoute. Ou au contraire, on voudrait savoir toutes les fêtes qui existent, la fête des mères, la fête machin, la journée du truc, et des informations concrètes. Et avoir de cette manière, non pas des outils et des médias qui nous balancent des choses toute la journée, mais un tri par rapport à notre envie du moment. Et à ce moment-là, le vrai bénéfice, ça sera qu'on aura choisi, nous, notre type d'information. On n'aura pas changé l'info, on l'aura simplement trié en fonction de nous, notre humeur, et ce qu'on a envie de recevoir. Et je pense que cette façon de procéder n'est pas, franchement, si compliquée à imaginer ou dans les phénomènes d'innovation. On a déjà la possibilité aujourd'hui de changer les fins des films, enfin il y a des choses comme ça. Pourquoi pas ne pas le faire avec l'information, sans dénaturer l'information, mais avec un tri qui soit plaisant pour les gens. En tout cas, qu'ils aient le choix. Ou peut-être que les médias doivent être beaucoup plus personnalisés, donc ciblés, que ça ne soit pas autant généraliste. Plus thématique. C'est une bonne voie, Anna, mais c'est malheureusement ce qu'aurait dû faire l'Internet. Alors, il y en a quelques-uns qui y sont parvenus, je pense à Rue 89, mais le modèle en fait existait déjà avec le canal enchaîné, Mediapart évidemment, dont tout le monde parle. Je cite Quotidien aussi parce que bon, mais c'est pas le côté bobo parisien, c'est que je pense réellement que Quotidien est une émission qui justement se veut un peu toxique
Et je pense que c'est la moins toxique de toutes. C'est la moins toxique de toutes parce qu'elle prend à l'envers l'information. Il y a déjà eu par le passé des émissions de ce type. Et effectivement, on a quand même le sentiment, d'abord, c'est assez drôle, et puis on arrive à... Bon, on ridiculise un peu les personnages, souvent politiques, parfois des acteurs et autres, mais on en sort avec une forme d'information qu'effectivement on n'avait pas vue. Et le fait de ne pas l'avoir vue, ça nous donne une forme d'intelligence, qu'on le veuille ou non. S'il n'y avait pas cette émission, on se contenterait de la platitude de ce qui nous est servi tous les jours. Donc je pense que la solution pour vous répondre, c'est... de multiplier ce type d'émissions, de multiplier les initiatives qui sont basées sur une chose, qui est la liberté des gens. La liberté journalistique étant de ne pas raconter de choses fausses sur les gens, mais d'avoir un angle. Mais on peut faire de la même manière avec la publicité. La différence avec la publicité, c'est que la publicité est dans un schéma de non-liberté totale. C'est-à-dire que pour l'avoir fait, vous avez un produit, c'est pas un autre. Si vous êtes le créatif qui travaille sur le produit et que vous ne l'aimez pas, vous n'allez pas revenir chez votre client en disant c'est dégueulasse, donc c'est ça que je vais dire. Alors qu'un journaliste peut le faire. Donc la publicité, c'est la non-liberté choisie, puisque c'est un métier, et payante. Mais j'ai envie de dire, c'est le prix de cette privation de liberté. Après, l'utilisation des médias qu'on fait, effectivement, vous avez raison, est beaucoup plus ciblée qu'avant. L'Internet nous permet de mobiliser les gens autour de comportements, et plus seulement de leur âge ou de leur fonction. Donc ça peut être assez pointu. Les journalistes, c'est ce qu'ils ont voulu nous faire croire. Mais en réalité, ils ont une exposition globale. Et un journaliste n'est content qu'à partir du moment où il a une audience forte, et non pas une audience ciblée individuelle. Sur Dynamique Radio. Le retour littérature avec Anna et son invité François Petitjean pour le livre Toxique chez Panthéon. Oui, donc je suis très heureuse de recevoir François Petitjean. Et donc là, sur le livre, il parle sans filtre ni langue de bois. Il donne un éclairage passionnant sur le monde des médias et ses travers. Vous avez intitulé ce livre Toxique. En reprenant le titre de Britney Spears. Pourquoi? Juste pour avoir des milliers de lecteurs? Je pourrais dire oui, parce que ça m'a quand même effleuré. En fait, j'ai constaté que j'avais pas eu tort, parce que sur Google, c'est remonté assez rapidement. Donc, Toxique, c'était quand même l'idée du livre. Mais plutôt que de l'écrire, donc j'ai cherché des titres, je pense que les auteurs font tout ça dans tous les sens, un titre à plusieurs mots qui intègre le mot toxique, sauf que ça faisait des phrases un peu lourdes. Et je me suis dit finalement mettons-le comme ça, et puis sait-on jamais, je le ferai peut-être traduire un jour. Voilà, donc ça va pas plus loin que ça. D'ailleurs, je m'en excuse au début auprès de Britney Spears, à qui j'ai volé un peu de notoriété. La vedette. Vous écrivez au début du livre, je cite, « Les médias nous ressemblent-ils? Nous influencent-ils? Jusqu'où? Sont-ils un miroir? Quel paradis nous vendent-ils? Comment vivons-nous avec eux ?» Vous savez quoi? Ce sont exactement les questions que je vous pose. Alors, j'ai envie de vous dire, lisez le livre. Oui, ça, c'est ce qu'on souhaite pour tous les auteurs. Et alors, répondre à toutes ces questions sur une interview limitée en temps, c'est un peu compliqué, mais le principe... Faites-nous un mix. Non, mais au moins, je vais vous dire ma méthode, qui peut-être englobera l'ensemble des questions. Ma méthode n'a pas été de dire je suis un expert des médias. Moi, je ne suis qu'un expert sur la partie pub, donc on va dire sur la partie économique en quelque sorte. Donc, je ne suis pas du tout un journaliste, je ne suis pas un expert de quoi que ce soit, d'un média ou d'un autre. Donc, je me suis mis à la place d'une audience, en fait. Et j'ai tenté d'écrire en me mettant à la place d'une audience. Alors c'est difficile tout seul de se dire je suis représentatif de tout le monde, donc c'est pas le cas. Mais quitte à écrire un livre qui parle des médias et des médias éditoriaux, donc l'aspect journalistique ou des contenus, je me suis dit qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire et j'y arrive pas parce que j'ai pas le droit de parler, quelles sont mes frustrations, quelles sont au contraire les choses que j'ai apprises, et voilà, et tout ça crée un texte
qui est en fait ni plus ni moins qu'un témoignage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez ce livre, que vous prenez l'épisode, je reprends ça sur la campagne d'Emmanuel Macron et des autres candidats, vous pouvez le lire aujourd'hui et regarder ce qui se passe dans les médias, vous allez retrouver exactement la même chose. C'est-à-dire que les événements sont plus les mêmes, mais vous allez retrouver les mêmes déséquilibres, les mêmes absences parfois d'opinion, de pensée unique, etc. Donc, c'est pas parce que toute opposition a disparu à l'Assemblée nationale que d'un seul coup, les médias sont devenus comme ça. Ils l'étaient déjà avant. Simplement, comme il y avait plus de force en opposition, de temps en temps, on parlait de l'un, on parlait de l'autre. Mais la réalité, c'est qu'on est toujours dans le même schéma. Et ce schéma, qui est terrifiant, ça s'appelle un flux. Et aujourd'hui, on n'est pas dans un schéma où on va, comme je vous le disais tout à l'heure, on va choisir quel confort j'ai envie d'avoir, quelle chose j'ai envie d'apprendre. On est dans un flux, on se le prend. Et quand on ne peut plus respirer, on coupe les médias. Ou on va travailler, et même en allant travailler, on est exposé à la radio en permanence, à son smartphone, etc. Bon. Donc la question, ce n'est pas de dire il ne faut plus de médias, la question est de dire comment est-ce qu'on peut gérer ça pour effectivement en sortir grandi, meilleur, avec une plus grande culture. Quand vous me faites l'amitié de me recevoir avec mon livre et que des gens l'achètent et me font des critiques, la première chose que je me dis, c'est à un moment donné, ils ont choisi de lire ça. Et pendant qu'ils disaient ça, ils ne faisaient pas 4 autres choses en même temps. Donc, c'est pour ça que l'écriture me plaît. La lenteur permet de réfléchir, mais c'est aussi une exclusivité par rapport à un sujet. Je pense que c'est pas mal pour la santé, quand même, de se concentrer de temps en temps sur une seule chose. Ça peut durer 10 minutes, ça peut durer 3 heures, mais qu'on se concentre sur une seule chose. Et les médias, aujourd'hui, nous poussent à la démultiplication des réceptions, et on n'est pas capable de recevoir tout ça. Personne. Donc je pense sincèrement que l'aspect toxique, il est là. Et vous dites aussi que la fonction d'information devient un flux et n'est plus un rendez-vous. Et le consommateur continue à manger ce qu'on lui sert. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il est exposé sans arrêt. Il est conditionné. Donc vous croyez que non, le conditionnement, il est influencé c'est pas un conditionnement façon lavage de cerveau politique ou orienté. C'est une posture où maintenant les gens qui naissent aujourd'hui savent de manière inconsciente qu'ils vont toute la journée être exposés à des bruits divers et variés dont certains sont répétés 200 fois. Donc voilà, alors après, est-ce que leur cerveau fait le tri? Est-ce que des gens, leurs parents leur expliquent qu'il faut faire attention? J'en sais rien. Mais je pense qu'à un moment donné, quand quelque chose entre en nous sans y être invité, je ne voudrais pas faire de relation avec des phénomènes violents, mais on est proche de l'empoisonnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un schéma où on a choisi les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde réfléchit pour essayer de savoir si la démocratie est en danger ou des choses comme ça. Tout le monde est très très précis là-dessus. On pourrait quand même commencer par se poser la question de ce qui entre en nous au sens du cerveau sans y avoir été invité. Je pense que les médias, c'est ça aujourd'hui. Vous évoquez dans une grande partie du livre les élections présidentielles du 2017, à partir de la validation des candidats par le Conseil constitutionnel jusqu'après la victoire du président Macron. Oui. D'après vous, quel est le rôle des médias dans une campagne électorale de telle envergure ? Leur rôle principal, c'est de remplacer la publicité. C'est-à-dire que les partis politiques n'ont pas d'argent. Alors c'est d'ailleurs pour ça, sans défendre qui que ce soit, que beaucoup se font gauler, entre guillemets, à essayer de trouver de l'argent autrement. Mais ils sont un peu poussés par la faim, parce que la loi interdit de dépenser de l'argent là-dessus. Alors ils ont un peu d'argent pour faire des affiches, j'en parle un peu également, mais les médias sont pour eux le réceptacle de la publicité. C'est-à-dire que ça leur permet de faire parler de leur parti, et on a régulièrement, tous les 5 ans, des gens qui sont quasiment des individuels qui se portent candidats et qui viennent expliquer leur truc alors qu'ils n'auraient aucune chance d'être entendus ou interrogés à un autre moment. Donc, d'une certaine manière, c'est de la publicité gratuite pour eux, sauf que c'est pas de la vraie publicité dans la mesure où elle n'est pas contrôlable. C'est-à-dire que les journalistes sont quand même libres aujourd'hui de poser la question qu'ils veulent. Vous parlez aussi d'une émission Top Chef, donc je crois que vous faites allusion à celle-là, quand il y avait cette confrontation Macron-Le Pen, donc c'est les chefs du pays. Que représente cette confrontation au niveau médiatique ?
En fait, on était dans un schéma qui était un schéma où l'événement était quand même relativement exceptionnel. On avait toute la journée, on a eu des préparations, ils ont chauffé la salle, c'était insupportable. Alors qu'en fait, on a des gens qui de toute manière ne peuvent pas se parler, on le sait bien. Du coup, très bizarrement, et moi ça m'a énormément surpris, donc je le décris un peu dans le livre, les médias ont retiré tous les éléments de production. Donc je ne suis pas un technicien, mais il y a des éléments de production. Ils ont retiré un certain nombre d'angles qui sont des angles où, vous savez, souvent quand il y a un débat, l'une des deux personnes qui ne parle pas est prise et filmée. Et à ce moment-là, on la voit faire une grimace, regarder ailleurs ou s'endormir, enfin peu importe. Et d'un seul coup, ça donne une espèce de ton pour exprimer le désintérêt ou le mépris par rapport à l'autre. Et donc ça envenime un petit peu le truc. Et là, ça a été interdit. C'est-à-dire que les patrons de chaîne ont retiré tous les éléments de production qui pouvaient à un moment donné générer une forme de violence, de match de boxe un peu rigolo. Résultat des courses, tout le monde, ou presque tout le monde a vu ce débat. Peu importe qui a gagné ou perdu, encore une fois, je ne suis pas là pour juger ça. Simplement, finalement, on a eu quelque chose de fort, parce qu'effectivement, les deux personnages étaient très très différents, et donc ça ne pouvait que s'opposer. Pour autant, je ne vois pas pourquoi on a retiré les effets de réalisation qui, pour une fois, auraient donné peut-être une forme d'équilibrage, parce que c'est pas, pour la faire courte, Macron qui a tout bon et Le Pen qui a tout faux. On est des gens, et je ne défends pas ni l'un ni l'autre, c'est juste qu'à un moment donné, les défauts des uns ne peuvent pas devenir le sujet principal. Et je pense que là aussi, dans une démocratie, on doit faire en sorte que tout le monde puisse se faire entendre. Et je pense très sincèrement que compte tenu du format de parole d'Emmanuel Macron, qui est quand même très documenté, intellectuellement fort, avec des phrases fortes, face à Marine Le Pen, qui est à mon avis plus désarmée de ce côté-là, et encore une fois, je ne la défends pas, la réalisation finalement crée un équilibre favorable à l'actuel président. Voilà. Vous nous avez dit dans le premier livre que ma devise est toujours de se recréer. Et vous citez ensuite le grand philosophe Jean-Claude Van Damme. Il faut se recréer pour recréer a better you, donc le meilleur de toi. Est-ce qu'on peut recréer les médias, ou qu'est-ce qu'on peut recréer dans les médias ? Je pense que dans les écoles de journalistes ou les écoles de gens qui travaillent sur les contenus Internet ou les contenus dynamiques, il faut qu'il y ait maintenant une prise de conscience forte de ce qui est global. C'est-à-dire qu'il faut penser les émissions, penser les médias de manière globale, avoir plusieurs vitesses, avoir la capacité de s'abstenir par moment, de ne pas être simplement sur l'accident d'autoroute avec les gens qui viennent regarder le sang. Il faut sortir de ce schéma, parce que je crois qu'aujourd'hui, la culture a besoin de ça, les gens ont besoin de ça. Contrairement à ce qu'on imagine, il n'y a pas que le malheur des autres qui fait le bonheur des uns. On peut tout à fait travailler sur d'autres formats et d'autres formules qui donnent envie. Et aujourd'hui, on est exposé aux médias, on n'a pas envie d'eux. Par exemple, dans un paysage fort concurrentiel, par quoi un média, par exemple, comme nous, une radio, peut se différencier des autres pour avoir un grand audimat ? Je pense qu'une radio, je ne voudrais pas faire référence à des émissions célèbres, et en particulier Fun Radio à ses débuts, mais je pense que c'était un bon format. C'est-à-dire qu'on était dans un schéma de radio qui avait donc ce qu'on appelait les radios musicales, je ne sais pas si on les appelle encore comme ça, mais qui avait un flux de musique qui était relativement typé. Et de temps en temps, il y avait un débat en toute liberté. Alors parfois, effectivement, il y a eu des excès à ce moment-là. Mais on faisait parler les gens. Donc à l'époque, c'était les ados qui venaient parler de leurs problèmes. Donc c'était folklorique et plutôt drôle. Et surtout, il n'y avait pas de limite. Et Doc Diffoul de l'époque répondait. Donc je ne suis pas nostalgique de cette émission. C'est juste que je ne me souviens pas depuis avoir vu autre chose que ça. Et je pensais à cette interview et cette invitation l'autre jour. Et j'entendais sur France Info quelqu'un de très intéressant et très important qui disait... C'est formidable parce que exceptionnellement, pour cette émission, on a fait parler un auditeur. Et les bras m'en sont tombés. Je me suis dit, mais ils ont perdu la tête, quoi. Ils pensent sincèrement avoir tout le pouvoir.
et que d'ouvrir généreusement la porte à un coup de téléphone d'une personne est devenu une espèce d'acte de récompense. C'est complètement fou. Aujourd'hui, une radio doit être interactive au sens de la radio, pas seulement sur Internet. Il faut faire parler des gens. Vous me faites parler là, je sais qu'on est limité, il reste 1 minute. Je peux vous parler pendant 2 heures. Il y a des tas de gens qui peuvent vous parler pendant 2 heures de choses qu'on ne connaît pas. Et c'est important, pas forcément de faire n'importe quoi, mais d'avoir cet échange. Et que cet échange, ça soit des voix. La radio, c'est des voix, c'est des musiques, c'est des gens, c'est des émotions, des impressions, des rigolades. Voilà, donc parfois on s'ennuie, j'espère que c'est pas trop le cas en ce moment. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, il faut de l'interaction, mais au sens physique du terme. Voilà. Y aura-t-il un prochain ouvrage? Oui, il y en a un, je viens de le finir. Sur quel sujet? Qui va parler du numérique et de l'intelligence artificielle. Ça sera mon dernier essai, je ne ferai pas d'autres essais. Pourquoi? C'est très passionnant ce que vous écrivez. Parce que j'aurais fait le tour de choses qui m'intéressaient. Alors, des sujets passionnants. Peut-être plus tard, mais en tout cas, là, je voulais vraiment faire ces 3-là. Et le titre, c'est Sine Capita, donc, ce qui signifie sans tête. Hein. Donc, c'est cet univers qui est absolument non dirigé, donc, dont je parle. Et que je connais sous différents angles. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. Alors la conclusion, c'est quoi? Ma conclusion, c'est que ce livre toxique, il offre une vision lucide sur l'influence des médias sur l'opinion publique. Il tente de comprendre les faiblesses et les utilités des fils d'information qui nous relient tous à une forme de vérité. Le livre, il est teinté d'humour subversif, je dirais même un humour vitriolé, est un appel à l'esprit critique et la liberté individuelle. L'idée première est de ne pas laisser les médias remplacer les cerveaux. L'auteur souhaite sensibiliser et positionner tout être sensé comme futur acheteur d'une régénération. Un véritable accompagnement à la critique et à la pensée réfléchie. Maintenant, ce que je veux vous poser comme question, où est-ce qu'on peut... il n'y a plus de questions, Anna. Où est-ce qu'on peut trouver le livre? Il est disponible sur Amazon. Mais ça, c'était ma question. Toute plateforme. Voilà, sur toutes les plateformes de téléchargement. Il y a quelques librairies, même chez Gibert, on le trouve. Très bien. Fnac, Amazon, Gibert. Toutes les... Super. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à François Petitjean pour être venu dans cette émission. Un plaisir. La 94e Très bonne continuation. émission de Culture & Co. Et n'oubliez pas, Toxique, donc aux éditions Panthéon. On peut la voir donc en physique. On peut la voir aussi en digital. On peut la voir comme on veut. Et c'est moins cher en digital. Vous voulez les il vous faut une tablette. Je les ai. 9,90 en digital. En tout cas, merci beaucoup et plein de belles choses pour la suite. Merci. Extrait du nouvel album